Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis un petit peu malade, donc excusez-moi pour ma façon de parler, mais on va essayer de faire le maximum pour faire en sorte de faire passer le message d'aujourd'hui qui est que Haïti, la catastrophe qui ne devrait pas. Voilà. Bon, en même temps, dans le voisinage, il y a un travaux qui est en cours, hein, il y a des travaux qui sont en cours. Bon, écoutez, on va faire ce qu'on peut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de le fait, on va parler un petit peu d'Haïti et d'après moi, poser une théorie où ça a foiré. À quel moment Haïti a commencé à foirer. On peut supposer qu'Haïti a commencé à foirer à partir du moment où Haïti a commencé à se reposer sur les aides internationales et sur les ONG. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le président Jean-Bertrand Aristide, lorsqu'il était au pouvoir et pour pouvoir bénéficier du soutien financier des États-Unis, il a dû mettre en place des politiques ultralibérales. D'accord? Par politique ultralibérale, ce qu'on entend, c'est que Jean-Bertrand Aristide avait un Premier ministre appelé Smark Michel qui a lancé donc voilà, une politique de privatisation. Donc l'EDH, Ciment d'Haïti, Minoterie Nationale, Téléco, APN, etc. Tout cela a été privatisé. Et comme vous le savez aussi, il y a eu un processus de diminution des barrières douanières. Par exemple, la taxe sur l'importation du riz qui a baissé, qui était passée à un moment de 3%, et je crois sous Préval, c'est passé à 0%, dans un pays qui produit du riz quand même. On aurait pu utiliser cet argent-là, l'argent des douanes, pour justement l'investir, l'allouer à l'amélioration justement de la production agricole de riz. Enfin bref, risicole. Bref, c'est compliqué, hein, je veux dire, de parler d'Haïti aujourd'hui. Vous savez, c'est un pays, on a l'impression qu'il est perdu, mais non seulement c'est un pays qui est perdu, mais en plus c'est un pays qui court vers sa perte. C'est ça le pire. Par exemple, la population d'Haïti est passée entre 2000 et 2020 est passée de 8 millions à 11 millions. Je crois qu'on est dans les 11 millions, je ne sais plus. Vous vous rendez compte? La population d'Haïti a augmenté de 3 millions d'habitants en l'espace de 20 ans. C'est incroyable. Bon, c'est incroyable, mais derrière ça, l'État doit faire des prévisions et l'État doit mettre en place des politiques visant à ce que ces personnes-là, lorsqu'ils atteignent par exemple l'âge d'aller à l'école, qu'ils puissent trouver des places à l'école. Lorsqu'ils atteignent l'âge pour trouver du boulot, qu'ils trouvent du boulot, et justement, et une fois qu'ils ont trouvé du boulot, ou même avant, qu'ils aient accès à des logements décents, qu'ils aient accès à des infrastructures de santé décentes. Mais qu'est-ce que l'État a fait entre 2000 et 2020 pour justement contrer cette progression, pour justement accompagner plutôt, pour la contrer déjà aussi, pour mettre en place une politique nataliste. Parce que les personnes qui vous disent, lorsque vous leur demandez combien d'enfants ils ont, ils vous disent 13, 10, 11, combien, 9 timoun, 8 timoun. C'est pas normal. Ça veut dire que ces personnes-là, ce sont des adultes, hein. Ce sont des gens qui ont 50, combien, 60 ans, mais qui font des enfants, ils font des enfants sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et personne ne les arrête, personne ne les explique. Non, monsieur, là vous avez 5 enfants, là c'est bon. Là vous avez 6, là c'est bon. Faut pas les laisser aller jusqu'à 12, parce que vous allez créer juste des petits bandits, des prostituées, des personnes ou des sans-abri, des personnes qui vont traîner dans la rue pour blesser, tuer les gens. Et c'est ça qui se passe en Haïti, c'est que les gens sont en train de se dévorer puisque la natalité n'est pas contrôlée. Lorsque Haïti comptait seulement, je crois qu'Haïti, lorsque le dictateur est parti, il devait y avoir peut-être 7 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Peut-être 6 millions d'habitants, 7 millions d'habitants. Euh, les infrastructures d'Haïti.
on le sait tous, se sont beaucoup dégradés, ou en tout cas ont à peine progressé depuis l'époque de la dictature. Donc vous vous rendez compte que vous avez quelque part par rapport aux infrastructures présentes par rapport à l'État, l'État haïtien, sa puissance a diminué puisque Aristide a tout fait pour désinstitutionnaliser Haïti. Il a retiré l'armée, il a amoindri la police. Hein. Ça, il faut le savoir. Voilà. Il a dû créer à partir de rien une nouvelle police, puisque la police nationale, ça n'existait pas vraiment. C'était en fait une branche de l'armée. Aristide, c'est la catastrophe. C'est peut-être quelqu'un qui avait de la bonne volonté, mais il a versé dans la démagogie et ce n'est pas passé. Par exemple, là, j'ai un article sur Open Edition Journals. Je vais vous le traduire en français, ne vous inquiétez pas. Donc, il est en anglais originellement. Mais en français, voilà ce que ça donne. Élu en 1990, à l'issue d'un grand mouvement populaire en sa faveur, en déclarant vouloir faire passer son pays de la misère indigne à la pauvreté digne, Jean-Bertrand Aristide a quitté son pays en 2004, 3 ans après une réélection contestée, laissant Haïti dans une situation économique et sociale dégradée. Son exercice du pouvoir s'assimile à un populisme moderne qui s'est constitué lentement dans le contexte d'une transition démographique incertaine. Populiste moderne, il utilise tous les moyens pour rester au pouvoir: corruption, milices de jeunes fanatisés, diabolisation des États occidentaux, exhortation du peuple. Il a aussi fait appel aux méthodes habituelles du leader populiste: encadrement de la société par la terreur, les médias, le parti, la fraude électorale, la corruption. Son échec provient des limites de ses soutiens: milices armées incontrôlables, poids et rôle incertain des mafias de la drogue, division interne à son parti, faiblesse de la police, absence d'armée, isolement international. Vous voyez, il cumulait, le monsieur. Milices armées incontrôlables, poids et rôle incertain des mafias de la drogue, division interne, faiblesse de la police, pas d'armée, isolement international. Dans ce contexte, malgré la terreur imposée aux intellectuels et à l'opposition, il n'a pas su empêcher la montée en puissance des mécontentements. Le peuple manipulé n'a plus cru en son président dès les années 2002-2003. Porté par les masses des bidonvilles au pouvoir, Aristide n'a pas répondu à leur attente. Il s'est mis dans la peau d'un populiste sans imagination, il a échoué dans tous les domaines, sombrant dans une démagogie et un discours sans prise sur l'opinion. Le régime d'Aristide ne fut qu'un populiste de misère, indigne pour un peuple digne, toujours en quête de démocratie. Eh bien oui, c'est bien ça. Par ailleurs, encore un autre article, celui-ci, donc un article de Sciences Po. Alors, Aristide, que nous dit-on sur lui? Issu de la petite bourgeoisie rurale de Port-Salut, dans le sud-ouest du pays, Jean-Bertrand Aristide est né en 1953, fit des études religieuses et fut ordonné prêtre en 1982. Salésien, proche de la théologie de la libération, il prononça des homélies dénonçant la misère du peuple et mettant en cause le régime des Duvalier et les élites économiques du pays. Devenu la cible des secteurs conservateurs et duvalieristes, il échappa de justesse à une tentative d'assassinat le 11 septembre 1988. Dans son église de Saint-Jean-Bosco. Son aura de défenseur des pauvres et des opprimés croît alors dans tous les secteurs de la population. Sa pensée sociale et sa philosophie sont présentées dans plusieurs ouvrages publiés chez Seuil, dont Tout homme est un homme et dignité. Il devient le candidat de l'opposition aux élections 1990 et fut président le 16 décembre 1990 avec 65% des suffrages. Estimation de la mission d'observation de l'OEA, la seule disponible puisque l'administration électorale ne parvient pas à compter la totalité des bulletins. L'armée le renverse le 30 septembre 1991, il instaure un régime de terreur et provoqua un embargo international. Ça n'a pas vraiment aidé Haïti, hein. En exil, le président Aristide continue de bénéficier du soutien massif des secteurs les plus défavorisés de la population et est restauré dans ses fonctions en octobre 1994 suite aux pressions internationales et internes. Ils amenèrent le président américain William
Bill Clinton, donc, soutenu par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des États américains, OEA, a envoyé une force d'intervention armée en Haïti. À son retour, Aristide abolit les forces armées d'Haïti qui sont remplacées par une police nationale haïtienne. Empêché constitutionnellement de se représenter immédiatement après son premier mandat, Aristide adoube son marassa, son jumeau en politique, René Garcia Préval, qui est élu au premier tour en décembre 1995. Jean-Bertrand Aristide revient à la présidence après des comices controversés en décembre 2000. Il doit alors faire face à un embargo de l'aide internationale suite aux irrégularités électorales commises lors des élections sénatoriales en mai 2000. Le pays est confronté à la détérioration de la situation économique. Environ 20 000 personnes, principalement issues des classes moyennes, émigrent au Canada pendant les 3 premières années de son deuxième mandat. La criminalité et la délinquance s'articulent à la désinstitutionnalisation de l'État. Il est accusé d'instrumentaliser et de faire armer les chimères, les groupes fluides de délinquants issus des bidonvilles de la capitale qui sèment la terreur dans la population et parmi les opposants politiques. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Aristide c'était un faiseur de gangs, de gangsters. À partir de 2002, il doit faire face à une opposition issue non seulement de la classe moyenne et des secteurs aisés, mais également, cette fois, de milieux populaires, notamment des paysans du centre du pays et des étudiants haïtiens qui manifestent régulièrement dans les rues de Port-au-Prince. Le 5 décembre 2003, des groupes de chimères attaquent le campus de la faculté des sciences humaines, blessant étudiants et professeurs. En janvier 2004, une insurrection armée, partie des Gonaïves et constituée d'anciennes chimères de Raboteau, l'armée cannibale, d'anciens soldats de FADH et d'anciens commissaires de police, se répand dans le pays. La diplomatie américaine et française presse Aristide de s'exiler. Voilà, il ne voulait plus de lui. Ce qui est fait en 2004, donc en février 2004, il est alors privé de ses soutiens internationaux, hormis dans certains secteurs de la gauche américaine qui continuent à voir de lui le héros des masses. En contraste, la gauche intellectuelle française appuie, voire même influence la position de son gouvernement vis-à-vis du président Aristide. Son départ en exil fait l'objet de controverses, ses partisans et lui-même affirmant qu'il a été enlevé par le gouvernement des États-Unis. Ah là là, Aristide. C'est vraiment le déclin d'Haïti, Aristide. Aristide, c'est la personne qui a mis un terme à l'État haïtien. C'est la personne qui a décidé, voilà, d'alléger l'État. Parce qu'il trouvait que l'État haïtien, s'il était 100% sans graisse, 100% graisse, maintenant il a juste 15% de matière grasse. C'est un État qui n'a plus de sang, qui n'a plus de capacité. Donc je vais revenir aussi sur la phrase que je disais au début. Comment ça se fait qu'un pays qui reçoit des millions, des dizaines de millions de la part du FMI, qui reçoit des dizaines de millions de la part de la Banque mondiale, qui reçoit des dizaines de millions de la part de tous ses partenaires internationaux, États-Unis, Union européenne, Canada, il y a aussi l'OEA, l'Organisation des États américains, le Venezuela, à travers Petrocaribe. Et comment un pays comme ça peut être aussi pauvre? Faut m'expliquer. C'est-à-dire déjà où est l'argent même des taxes, où l'argent des taxes passe. Bon, ça c'est une première question. Mais encore, où va l'argent du FMI? Parce que lorsque ces institutions-là décaissent, c'est pas 2 gouttes, non? C'est millions. Où va cet argent? Qu'est-ce qu'ils font avec? Moi, je pense que cet argent est gaspillé. Je pense sincèrement que cet argent est gaspillé. Et donc, je suis obligé de reconnaître qu'il y a un problème, en effet, de gestion en Haïti. Et de vous le faire reconnaître aussi à travers cette vidéo. Il y a un problème de gestion en Haïti, je vous l'ai dit. Haïti est un panier percé. Imaginez qu'on ait demain un gouvernement. Pardon, pas un gouvernement, un État, c'est-à-dire l'appareil administratif qui fonctionne, qui est efficace. Alors, lorsque le BID
Lorsque la Banque mondiale aussi verserait ces 280 et quelques 200 millions de dollars, mais cet argent-là, il irait directement pour la construction de lycées. Combien d'arrondissements on a en Haïti? Combien d'arrondissements on a? Combien d'arrondissements on a en Haïti? On a, eh bien, dans chaque arrondissement d'Haïti, on aurait un bon lycée, par exemple, un bon lycée public. On aurait, mais en réalité, on ne sait pas où cet argent-là va. Et c'est ça le problème. Il est là, le cœur du problème haïtien, il est dans le fait que qu'on ne sait pas où va l'argent. Où va l'argent? Je me rappelle que Jovenel Moïse avait dit que pour construire un lycée en Haïti, il fallait dépenser 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. D'accord? Bon. Haïti a reçu en 2020 de la part de la Banque mondiale 213 millions de dollars. Supposons que je suis là le président, je suis le chef, je sais bien gérer mon argent, j'ai déjà alloué les dépenses, les dépenses ont déjà tout été payé, et donc il y a cet argent qui est une manne du ciel en fait qui arrive, parce que l'argent des institutions internationales c'est une manne, c'est pas de l'argent sur lequel on est censé faire son budget. Oui, sauf qu'en Haïti c'est comme ça. En Haïti le budget il est fait en fonction des subsides, des aides internationales. Ah oui, techniquement, lorsque vous faites votre budget, il doit être équilibré avec vos recettes. Et l'aide internationale, ce ne sont pas des recettes. L'aide internationale, ça ne devrait même pas être considéré comme recette exceptionnelle dans le bilan. Ça devrait être considéré comme bonus, bonus. Ça devrait être vraiment tout en bas du bilan, en plus. En mode, on devrait marquer, voilà, aide du FMI, aide de la Banque mondiale, aide du BID, de la Banque internationale de développement, etc., etc. On devrait comme ça, ça devrait être, un bonus qu'on n'attend pas. Parce que techniquement, l'État haïtien n'est pas censé construire des routes, des écoles, des aéroports, des ponts, etc. Il n'est pas censé le faire avec l'argent de l'aide. Il est censé le faire avec les recettes. Quelles sont les recettes de l'État? Eh bien, il y a toutes les taxes et impôts. Dans les taxes, il y a les taxes douanières. Vous faites la somme de tout ça, vous avez les recettes. Ok? Or, Haïti, on ne sait pas où va cet argent-là. Parce que par exemple, on aurait dit qu'Haïti fonctionne grâce aux aides. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que l'État haïtien, je le dis, je le redis encore, il est complètement pourri, il est naze. Bon, il est temps de terminer cette vidéo. Se rente, mais voilà, pour moi, Aristide, c'est celui qui a commencé. Mais Haïti était déjà un panier percé. Haïti était déjà panier percé à l'époque de Duvalier. Mais il était moins percé, il tenait mieux. C'était un panier mieux tressé. Et ouais, là à présent, je ne sais pas. Je pense que la seule chose qui pourrait sauver Haïti, c'est de reconstituer un nouvel État. Voilà, tout simplement.